Véritable Eldorado de ressources naturelles et de pétrole, le Venezuela était l'un des pays les plus riches d'Amérique latine. Mais depuis quelques années, une crise économique et financière dévastatrice l'a transformé en l'un des pays les plus pauvres de la planète, le précipitant vers la banqueroute. Depuis 2014, plus de 4 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Cette diaspora est la plus grande du continent. Seule la Syrie la devance. Jamais je n'aurais imaginé devoir quitter le Venezuela, le pays où je suis née. J'ai 6 enfants. Ils sont là, avec moi. Je n'avais plus rien à leur donner à manger. Plus rien. Le Venezuela est en train de vivre le pire scénario possible. Pire, ça n'existe pas. Après la réélection contestée de Nicolás Maduro en 2018, le leader de l'opposition et président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, s'autoproclame président du Venezuela. La tension entre le gouvernement en place et l'opposition provoque une polarisation géopolitique des superpuissances. Tandis que les États-Unis reconnaissent Guaidó, la Chine, la Russie et Cuba continuent de soutenir Maduro. C'est une guerre idéologique. Une bataille entre Trump, qui veut rendre sa grandeur aux États-Unis, et la Russie ainsi que la Chine, qui y voit un avantage géostratégique. ¿Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela? Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Assis sur les plus grands gisements de pétrole de la planète, le Venezuela est au long du XXe siècle l'un des pays les plus prospères d'Amérique latine. La démocratie y règne même dans une relative stabilité politique au cours des années 1950 et 1960, ce qui n'est pas le cas chez ses voisins. Dans le même temps, les compagnies pétrolières américaines commencent à forer et à former des ingénieurs locaux. Désormais fournisseurs privilégiés des États-Unis, le Venezuela devient l'un des membres fondateurs de l'OPEC en 1960. À cette époque, le pays fournit 10% de la production mondiale et son produit intérieur brut rivalise avec celui des États-Unis. Pourtant, son or noir, première richesse du pays, est la proie des compagnies étrangères, principalement américaines et britanniques, qui le contrôlent. Afin d'éviter cette exploitation massive de l'étranger, une nationalisation a lieu en 1976, aboutissant à la création d'une entreprise publique, la PDVSA. Dans les années 1980, le prix du baril de brut chute vertigineusement. Il représente 96% des exportations du pays. Le président, Carlos Pérez, décide alors de se lancer dans une série de réformes néolibérales qui déboucheront sur les grandes émeutes de 1989. Début des années 1990, 2 coups d'État manqués suivis de la destitution puis de l'arrestation de Carlos Pérez achèvent de placer Hugo Chávez à la tête du pays. Il est élu président en décembre 1998. Chávez arrive avec une proposition humaniste et populiste qui touche profondément la population. Il rend visibles les hommes et les femmes qui jusque-là étaient invisibles, qui jusque-là étaient oubliés. Juro por mi pueblo y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia. Patria, socialismo o muerte, lo juro. Chavez va mettre en place un certain nombre de mesures populistes, destinées à venir en aide aux populations les plus vulnérables, mais aussi à lui faire gagner plus de poids et de soutien politique. Doté d'une personnalité débordante, Chavez marque des points chez lui et à l'étranger.
La révolution bolivarienne qui l'initie comprend un vaste programme d'alphabétisation pour adultes, de relogement de la population et de distribution de nourriture à des millions de Vénézuéliens. Elle est entièrement financée par les revenus du pétrole. Le problème, c'est qu'en 1998, lorsqu'il est élu, Chávez promet un nouveau modèle économique. Il s'y tient d'ailleurs, jusqu'à ce que les prix du pétrole flambent au début des années 2000. Il réoriente alors sa politique vers le vieux schéma stratégique du tout pétrole, une stratégie gagnante quand les prix sont élevés, mais qui ne mène à rien si les bénéfices perçus ne sont pas mis de côté en prévision d'une éventuelle baisse des prix. Donc pour moi, le drame, c'est que Chávez soit retombé dans une stratégie de dépendance dont le pays avait déjà fait les frais de nombreuses fois. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La mort de Chávez et le déclin de la révolution bolivarienne mettent symboliquement un terme à 2 décennies de gouvernement de gauche en Amérique latine, la fameuse vague rose. La fin de l'embellie pétrolière vénézuélienne coïncide avec l'essoufflement et la désillusion du chavisme, parfaitement illustré par l'élection de Nicolás Maduro. L'héritage que Chávez laisse à Maduro est compliqué à gérer. Ce dernier doit mettre en place des mesures drastiques et concrètes afin de conserver certaines avancées progressistes de son prédécesseur. Nicolás Maduro est le successeur désigné de Chávez, dont il est le fidèle bras droit. Il a une longue carrière politique et a été tour à tour syndicaliste, garde du corps et chauffeur de bus. Lorsqu'il entre en fonction en avril 2013, avec seulement 1,6% d'avance, il doit affronter d'immenses défis. Maintenir en vie une révolution déclinante, faire face aux pressions internationales contre son régime et éviter la chute amorcée de son pays. Tout le monde pensait que Maduro allait libéraliser l'économie, réduire les taux de change, les taux d'intérêt et faire baisser les prix. Mais rien de tel n'est arrivé. 2015 est une année d'élections parlementaires. Pour la première fois en 16 ans, le Parti socialiste n'arrive pas en tête. Et Maduro se retrouve dans l'opposition. Con esos 112 ellos pueden derogar todas las leyes que les dé la gana. Con esos 112 me pueden negar todos los recursos que hemos nosotros venido inyectando para las misiones, grandes misiones, obras públicas, vivienda, todo. Été 2017. Après une élection boycottée par l'opposition, Maduro convoque une assemblée générale constituante pour contourner le Parlement. Au départ créée pour réviser la Constitution, elle est un véritable Parlement parallèle qui dépouille l'Assemblée nationale de ses pouvoirs. Ils ont achevé de démanteler l'État. Ils l'ont détruit. Au Venezuela, l'État n'existe plus. Lors de notre dernière conversation, je lui ai dit « Monsieur le Président, c'est la famine. Les enfants cherchent à manger dans les poubelles. » Il m'a dit que c'était un mensonge. D'après les économistes, le Venezuela connaît l'effondrement économique le plus important de ces 45 dernières années en temps de paix. Pour trouver des débâcles similaires, il faut se tourner vers des pays déchirés par la guerre civile, comme la Syrie. Le Venezuela s'apprête à vivre la plus grande catastrophe économique de son histoire. L'économie va certainement chuter de 39 à 40% en un an. D'après certaines estimations, l'inflation devrait atteindre 4 millions %. Du point de vue humanitaire, le Venezuela va connaître un désastre sans précédent en 2019. Le carton CLAP, c'est l'aide mensuelle du gouvernement. Dedans, il y a 1 litre d'huile, une petite bouteille de ketchup, 3 boîtes de thon,
1 kilo de haricots noirs. Parfois, on a des lentilles aussi ou des pois cassés, ça dépend. 2 kilos de riz, de la farine, apparemment de maïs, 1 kilo de lait en poudre, 1 kilo de sucre et 3 kilos de pâtes, divisées en paquets de 400 grammes. On a droit à un carton par mois. Celui du mois de juin coûte presque 600 €. Au mois de juillet, ce sera même 800 €. On doit payer en espèces le 21 de chaque mois. Qui peut vivre ainsi en attendant un carton? Avec un salaire minimum mensuel de 40 000 bolivars, l'équivalent de 3 600 €, la grande majorité de la population ne peut se permettre d'acheter de la nourriture en dehors de l'aide gouvernementale. 900 grammes de viande coûtent près de la moitié du salaire mensuel moyen, soit 2 200 €, et 1 kilo de maïs environ un tiers, soit 1 200 €. Il y a bien de la nourriture dans les supermarchés, mais ça coûte très cher. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais vu notre économie, c'est impossible. Il n'y a presque rien pour nous. Les salaires sont très bas. On va au supermarché pour se balader, franchement. Tous les 3 jours, on a une coupure d'eau générale. On est dans une plaine ici et on n'a pas de citerne ni rien. C'est un approvisionnement direct. On doit régler ça. On a eu beaucoup de coupures de courant aussi dans tout le pays. Ça a fait griller mon frigo. Le moteur est mort. Il est irréparable. Franchement, si ça continue... Le Venezuela devient le seul pays au monde avec 2 parlements et 2 présidents. Le discours de Juan Guaidó a été très courageux. Il a exhorté les forces politiques et sociales à former un grand front commun d'opposition. Ce front lutterait pour la démocratie et la liberté. Mais la situation s'envenime. Et au mois de février, le peuple descend à nouveau dans la rue, exigeant que Maduro se retire une fois pour toutes. Les émeutes font 285 blessés et 14 morts. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar. En dépit de la crise économique, une grande partie de la population, surtout dans les quartiers les plus pauvres, continue de croire aux idéaux de la révolution bolivarienne. Être révolutionnaire, c'est être du côté du peuple et des droits de l'homme. Croire en l'amour, la paix, croire qu'il existe un modèle différent de celui du capitalisme sauvage qui finira par détruire notre planète. Être révolutionnaire, c'est citer Salvador Allende. Être jeune et ne pas être révolutionnaire, c'est une contradiction quasi biologique. Ton frère, ton père et moi, on habite ici. Toi, tu ne fais que passer. Et qui est le seul pro-gouvernement? Toi. Oui, moi. Et alors, quel est le problème? Tu crois quoi? Qu'on est fou ou aveugle? Mais non, vous avez vos points de vue. Tout n'est pas acheté. La famille de Ricardo vivait dans un quartier de classe moyenne à Caracas avant de devoir déménager à Petare, un quartier extrêmement dangereux. Depuis que son père a perdu son travail, ils ont du mal à manger à leur faim. Je respecte ton choix politique. Mais c'est mon devoir de mère de te dire que tu fais fausse route. De nombreux enfants décèdent. Beaucoup de personnes âgées aussi. Parce qu'ils meurent de faim ou ne peuvent plus se soigner.
Maman, tu as le droit de ne pas aimer ni le président, ni Chavez, de ne pas aimer la révolution non plus. On peut avoir des divergences politiques, mais il faut savoir identifier le vrai coupable. Je parle des dirigeants qui, en toute impunité, imposent des sanctions économiques, des embargos, ceux qui attaquent notre économie et qui mettent des bâtons dans les roues au peuple pour l'empêcher d'avoir accès au minimum vital. Ces 4 dernières années, la crise s'est renforcée à cause d'un embargo économique croissant de la part des États-Unis. Sous Obama, les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions au Venezuela. Elles étaient très ciblées et visaient certaines personnes bien particulières. Trump a renforcé l'embargo et élargi ses sanctions au secteur financier. Mais depuis janvier 2019, elles touchent les secteurs de l'énergie et du pétrole. That corrupt regime, this week, the United States of America sanctioned Venezuela's state-owned oil company. Venezuela's oil belongs to the Venezuelan people. Depuis 1823, Washington s'est octroyé le droit d'intervenir en Amérique latine des centaines de fois. La stratégie de Trump à l'égard du Venezuela ne dévie pas de la stratégie américaine habituelle. On choisit un adversaire, en l'occurrence le Venezuela, et on exerce une pression maximale sur lui en l'étouffant de sanctions, y compris en le menaçant d'intervenir militairement. L'administration assène ensuite que toutes les options sont sur la table. Autrement dit, une intervention militaire est possible. The president always says all options are on the table. We're not considering anything, but all options are on the table. All options are on the table. All options are on the table. Leur stratégie est on ne peut plus simple. On fait pression, on promet un meilleur avenir et on pose les conditions pour y arriver. Le souci, c'est que peu importe où les États-Unis ont essayé d'imposer leur approche, au Venezuela, en Corée du Nord, en Iran ou en Palestine, cela n'a jamais abouti. Nous avons des tonnes de preuves que les sanctions internationales ne fonctionnent pas. Les études les plus récentes sur le sujet parlent de 4% des cas où cela aboutit. Prenez la Libye, l'Irak, Chypre ou Cuba. Ça n'a absolument rien donné. C'est catastrophique pour le Venezuela et révélateur d'une grande faiblesse des Américains. La crise au Venezuela ne date pas d'hier, mais l'escalade récente des sanctions économiques empêche le pays d'opérer sur les marchés financiers mondiaux, de rembourser ses dettes, de vendre son pétrole à l'international ou de récupérer son or placé dans des banques étrangères. Sans guerre économique, sans embargo financier et surtout sans sanctions, vous n'auriez pas ce problème. Laissez le Venezuela acheter et vendre comme n'importe quel autre pays. Et déjà, ça ira bien mieux. Mais tant que ces sanctions l'entravent, ni les banques, ni les investisseurs ne prendront de risques. Et ils iront investir ailleurs. We really haven't done the really tough sanctions yet. We can do the tough sanctions, and all options are open, so we may be doing that. But we haven't done the toughest of sanctions, as you know. D'après un rapport rédigé par les économistes américains Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, les sanctions ont plus durement touché la population civile que le gouvernement. Entre 2017 et 2018, la mortalité a augmenté de 31%, soit 40 000 décès supplémentaires, et plus de 300 000 personnes seraient en danger à cause du manque de médicaments ou de traitements adéquats. Ces données se rapprochent de ce que la Convention de Genève appelle « peine collective ». Ce que l'on voit ici, c'est la stratégie de la ville assiégée. Comme au Moyen-Âge, quand on faisait mourir de faim la population. Le but du système de sanctions américain est de mettre tout le pays à genoux. Le but,
c'est d'affamer les Vénézuéliens et ainsi de provoquer un chaos pour que le peuple se révolte contre Maduro. On n'a pas le droit de refuser à un pays l'accès aux produits alimentaires de base. Malheureusement, c'est la situation que subit le Venezuela. Le gouvernement s'est peut-être fourvoyé et ne fait peut-être pas ce qu'il faut, mais il reste un gouvernement. Et en tant que tel, il a le droit de venir en aide à sa population. 4 millions de Vénézuéliens ont déjà fui le pays. Ils seront 5 millions d'ici la fin de l'année. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce chiffre équivaut à celui de la Syrie après 8 ans de guerre. J'ai 19 ans. On est venu à Maicao en quête d'un meilleur avenir. Là d'où on vient, c'est le chaos. Les salaires permettent à peine de s'acheter de la farine, mais rien de plus. On ne peut se payer ni riz, ni sucre, ni rien d'autre. Ici, on pensait trouver un travail, peut-être même louer une maison. Mais on est tombé de haut. Nous sommes déjà trop nombreux ici. C'est comme si on vivait dans la rue. Cette initiative est le fruit d'une collaboration avec le gouvernement. Le but était de créer un lieu sûr pour tous ceux qui dormaient dans la rue auparavant. Il se destine à tous les gens vulnérables, enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou femmes seules avec une famille. Ils peuvent rester ici, dans notre centre de transit, comme on l'appelle, et recevoir 3 repas par jour et les premiers soins. Les gens cherchent à manger dans la rue. Les enfants mendient et sont sales des pieds à la tête. Pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est le cas à Maracaibo, par exemple. Ils se baignent dans le lac qui est super pollué. Ils boivent de l'eau non potable et se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans les poubelles. On a des soucis d'électricité aussi. À chaque grosse coupure, il y a plein de morts. Les hôpitaux n'ont pas de groupe électrogène. Aucun n'en a. J'ai accouché dans un hôpital sans électricité à 20 h, mais heureusement, c'était par voie naturelle. Les médecins m'avaient demandé d'apporter une lampe torche pour pouvoir m'éclairer. Au départ, ils ne voulaient pas m'accoucher, c'était trop dangereux sans électricité. Mais finalement, ils se sont occupés de moi et tout s'est bien passé. Le président Nicolás Maduro est seul responsable de cette situation. C'est lui le coupable de tout ça. La seule solution, et je le souhaite de tout mon cœur, c'est qu'il démissionne. On devrait l'enfermer dans une pièce avec un sachet de pois cassés, un paquet de riz germé et du manioc immangeable, comme il nous en fait parvenir. À boire, on lui donnera de l'eau salée ou polluée, parce qu'on n'a pas d'eau potable non plus. Les canalisations sont trop pourries. Il aurait droit à une plaque électrique aussi, mais on lui couperait le courant toutes les 5 minutes. « 30 ans après la chute du mur de Berlin, le Venezuela se retrouve au cœur d'un combat politique que l'on croyait oublié. Quand Juan Guaidó s'est autoproclamé président par intérim, les États-Unis l'ont reconnu immédiatement et la crise vénézuélienne est devenue internationale. Même si le Venezuela n'est pas une nouvelle version de Cuba et que la Russie n'est plus l'URSS d'autrefois, la nature même de cette polarisation géopolitique rappelle fortement la guerre froide. We want to make sure that the resources that the Venezuelan people are going to need after Maduro leaves
We want to make sure those resources are available for the Venezuelan people and not shipped off to Cuba or to Russia or to Iran. La dimension la plus importante de la crise vénézuélienne est son caractère géopolitique ultra sensible. Nous vivons actuellement une guerre froide 2.0. Cette nouvelle rivalité États-Unis-Russie fait du Venezuela la pomme de discorde entre les deux superpuissances. 50 pays, dont les États-Unis, le Canada, une grande partie de l'Europe et de l'Amérique latine, ont reconnu Guaidó comme président. La Chine, la Russie, Cuba, l'Iran et la Turquie, en revanche, soutiennent toujours Maduro. La colonne vertébrale du soutien de Maduro s'articule autour de 3 pays. La Russie, qui vend des armes au Venezuela et qui a dépêché des experts sur place, même si leur rôle reste encore assez obscur. La Chine, qui y a des intérêts économiques et a passé des accords d'abord avec Chavez, puis avec Maduro. Et Cuba, qui en contrepartie d'exportation de pétrole à prix très bas, voire gratuite, a envoyé médecins et spécialistes de la santé. Mais d'après l'administration américaine, l'aide ne s'est pas arrêtée là, et des conseillers militaires ou de la sécurité ont aussi mis un pied dans le pays. Tout porte à croire que des milliers d'agents cubains sont actuellement au Venezuela. C'est une des raisons qui explique comment Maduro arrive encore à contrôler l'armée. This afternoon, 20 to 25,000 Cubans left Venezuela. I think Maduro would fall by midnight. Même si Moscou vient d'accepter un rééchelonnement de 3,5 milliards de dollars de dette du Venezuela, l'intérêt russe n'est pas qu'économique. La présence de la Russie au Venezuela est un moyen de pression supplémentaire sur Washington, afin d'en tirer certains bénéfices. Peut-être vis-à-vis de la crise en Ukraine, peut-être pour la Crimée. Ce qui est sûr, c'est que Poutine ne lâchera pas le Venezuela, car il a bien conscience que c'est un enjeu pour les États-Unis. Donc il remettra ça sur le tapis dans toutes ses futures discussions avec les Américains. Il ne faut pas négliger un autre acteur majeur, la Chine, dont le rôle en Amérique latine gagne en puissance depuis 2001. 中方坚定奉行不干涉别国内政的原则，主张委内瑞拉的事务必须也只能由委内瑞拉人民自己来选择和决定。我们反对单边制裁，历史经验证明，外来的干涉或者制裁只会使局势更加复杂，无助于解决实际问题。 La Chine a investi massivement au Venezuela. Donc, un changement de régime aurait des conséquences sur l'investissement chinois et sur l'implantation des entreprises. Si un nouveau gouvernement choisissait le camp des États-Unis, les accords existants deviendraient tout de suite caducs. Du coup, le gouvernement actuel d'opposition, ou gouvernement par intérim, essaie aussi de tisser des liens avec la Chine, car les États-Unis n'arriveront peut-être pas à stabiliser le pays, vu l'aide financière que Pékin déploie actuellement. Le Venezuela a une dette d'environ 20 milliards de dollars envers la Chine. Mais la Chine s'intéresse de près à sa production de pétrole, évaluée à 830 000 barils par jour cette année. Donc pour la Chine, c'est bien plus qu'un simple enjeu géopolitique, car elle pourrait tirer avantage de la situation dans ses relations avec les États-Unis. C'est un véritable enjeu énergétique. La Chine veut le pétrole et elle est en train de l'obtenir. Du point de vue américain, la présence chinoise en Amérique latine, qui ne cesse de croître depuis la crise financière de 2007-2008, est une immense menace. Pourquoi les États-Unis veulent-ils donc bouter les Russes, les Cubains et les Iraniens hors de Caracas? Pourquoi le Venezuela est-il si important à leurs yeux? Le Venezuela est important pour les États-Unis parce que les Américains sont perçus comme défenseurs d'une importante zone d'influence, évitant par là même un dangereux effet domino dans la région. Cela fait 70 ans que les États-Unis essaient d'étouffer tout régime socialiste ou communiste et ses résurgences chez ses voisins du Sud. C'est donc important pour les États-Unis qui ne peuvent ni reculer sur leurs positions idéologiques et encore moins sur leurs intérêts énergétiques.
Le Venezuela est victime de deux malédictions. La première, le pétrole. Et la seconde, sa proximité géographique avec les États-Unis. En somme, le Venezuela est victime de la doctrine de Monroe. Cette doctrine octroie aux États-Unis un pouvoir absolu sur les gouvernements, les relations et les peuples qui font partie de sa sphère d'influence. La doctrine de Monroe tire son nom du 5e président américain, James Monroe, fervent opposant au colonialisme européen sur le continent américain en 1823. Depuis, elle est brandie pour justifier toute intervention unilatérale des États-Unis sur le continent. Donald Trump l'a encore récemment évoqué pour faire face à ce qu'il appelle la troïka de la tyrannie, à savoir Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, pays dans lesquels son administration aimerait voir le régime basculer. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Thank you. Le Venezuela est un atout non négligeable dans la bataille de Trump pour sa réélection. Environ 300 000 Vénézuéliens vivent aux États-Unis et sont en droit de voter. Ils constituent une influence de poids envers une communauté plus importante encore, les exilés cubains, qui s'avèrent être des électeurs conservateurs de premier ordre. Le drame, c'est qu'aucun de ces pays n'a vraiment à cœur de défendre l'intérêt du Venezuela. Ils ne voient que leur propre intérêt. Ces luttes de pouvoir unilatéral complexifient encore la situation dans le pays et bloquent toute éventuelle résolution. La présence de forces cubaines, russes, de sociétés militaires privées américaines et d'autres groupes armés rendent le risque d'une escalade militaire peu plausible. D'autant que les luttes de pouvoir dans la région sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Une intervention militaire serait très contestée aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine. Cela risquerait aussi de titiller les Européens, qui jusque-là suivent la stratégie américaine pour beaucoup d'entre eux. Cela risquerait surtout de précipiter Donald Trump et les États-Unis dans un bourbier à plus long terme, ce que le président ne veut pas. Les superpuissances choisissent leur camp immédiatement, Maduro ou Guaido. En Europe, en revanche, on ne commence à débattre de la légitimité du président par intérim qu'à la fin du mois de janvier 2019. Muchos estados, entre ellos las democracias latinoamericanas más importantes, también Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, han reconocido la presidencia interina de Guaidó. La pregunta es, ¿a qué está esperando Europa? The crisis in Venezuela must be resolved peacefully, and this can only be achieved through political dialogue. Los tiranos no convocan elecciones, los tiranos no dialogan, los tiranos no rectifican, son tiranos, no son flores del campo. A União Europeia pretende legitimar o golpe na Venezuela orquestrado pelos Estados Unidos e a autoproclamação de fantoche de Trump para assaltar o poder e controlar as riquezas do país. 8 jours après l'autoproclamation de Guaido, le Parlement européen adopte une résolution. Il reconnaît au leader de l'opposition vénézuélienne et désormais président par intérim sa légitimité, avec 439 votes pour, 104 contre et 88 abstentions. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Malgré ces mots du président du Parlement, tous les pays européens ne suivent pas la même ligne. 3 pays sur 28 n'ont pas encore pris position. Chypre, la Slovaquie et l'Italie. E il governo italiano che ha impedito all'Unione Europea di essere unita contro Maduro e di riconoscere Guaido come presidente ad interim della Venezuela. E lei lo sa bene perché è sotto la pressione del Cremlino, sotto la pressione di Putin. Questa è la verità. Le manque d'unanimité au sein de l'Union européenne limite son action en matière de politique étrangère. Toutefois,
la haute représentante Federica Mogherini décide de constituer un groupe de contact pour le Venezuela, basé sur le dialogue national, afin de trouver une solution locale à la crise. Dans le même temps, l'Union européenne prononce un certain nombre de sanctions contre le Venezuela, parmi lesquelles un embargo sur les armes, une interdiction de voyage et un gel des avoirs à l'encontre de 18 hauts dirigeants. Mais la position des États membres reste divisée. In case there are no concrete results from the ongoing negotiations, the European Union will further expand its targeted measures. You don't have to like Maduro, but he was elected. And you should feel obliged to help the people. And in order to counteract the brutality of the US sanctions, which is bringing the country to its knees, there is no sense in these sanctions. It's a new form of terrorism. The measures that we have in place are targeted to persons, single individuals, that are responsible for serious violations of human rights. I want this to be very clear. L'Europe n'est cependant pas au centre de l'échiquier diplomatique international dans la crise vénézuélienne. Dans un monde où les superpuissances prônent un peu plus chaque jour une politique musclée, l'Europe aurait pu faire la différence et jouer un rôle constructif. 30 avril 2019, à l'aube. Le président par intérim Juan Guaidó lance l'Opération Liberté, appelant l'armée à se lever contre Nicolás Maduro. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho. Vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. L'armée a toujours exercé une forte influence sur la politique intérieure. Rallier l'armée à sa cause est essentiel pour Guaidó, qui promet l'amnistie à tous les déserteurs. Le premier objectif du coup d'État est de s'emparer de la base aérienne de la Carlota, au centre de Caracas. Les premières échauffourées éclatent à 7 heures. Quelques heures plus tard, alors que manifestants et soldats renégats sont déjà dispersés, Guaidó tente de motiver les troupes. Que todos los venezolanos, incluyendo las Fuerzas Armadas, están a favor de la Constitución. El golpe de Estado lo da Maduro en Miraflores al usurpar funciones. Le bain de sang commence autour de midi, lorsqu'un véhicule blindé des forces de sécurité écrase au moins une personne. À la fin de la journée, quand le calme revient, le bilan fait état d'une centaine de blessés et de 2 morts. Quand le soleil se couche, les rues de la capitale sont vides. Le coup d'État est un fiasco. Le putsch n'a pas fonctionné parce que les militaires n'ont pas déserté. Cela tenait plus du coup médiatique que du coup d'État visant à renverser le régime. C'était une véritable mise en scène. Les États-Unis ont mal calculé leur coup et Guaidó s'est laissé berner par cette mascarade. Le problème principal, c'est qu'il n'y a aucun leadership. Et sans leadership, lequel incarne et dirige toute action politique ou sociale, tout se délite. Aujourd'hui, il est clair que l'opposition manque cruellement de leadership. Le putsch raté de Guaidó est aussi un fiasco total pour le renseignement américain et ses forces sur place. À Washington, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 100 personnes qui travaillent à plein temps contre le Venezuela. Ils cherchent partout des armes pour préparer une guerre secrète, une guerre économique. Et ils cherchent à mobiliser des mercenaires, à monter des sabotages ou des attentats contre les hauts fonctionnaires du gouvernement. C'est cela leur but. Un quart des ministères du gouvernement Maduro, dont celui de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice, sont désormais dirigés par des militaires. Chavez était le ciment de la révolution bolivarienne qui permettait de maintenir sa cohésion. Aujourd'hui, c'est l'armée qui tient ce rôle. Elle a d'énormes intérêts dans le pays et s'avérera l'acteur clé des décisions à venir.
L'armée est aujourd'hui le pilier du Venezuela. La position de Maduro ne tient que grâce au soutien que lui apportent les militaires. L'armée a réussi à s'immiscer dans tous les secteurs de l'économie. Elle est à la tête de l'entreprise publique pétrolière, du secteur minier et de l'approvisionnement de nourriture. Elle a actuellement d'énormes intérêts économiques et financiers au Venezuela. Afin de conserver le soutien des forces armées, surtout celui de la garde nationale qui permet de maintenir le contrôle social, Maduro a été obligé de placer à la tête de l'industrie pétrolière des hommes de la garde nationale pour les satisfaire et s'assurer leur loyauté. Voilà comment un militaire devient le patron d'une compagnie pétrolière. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, sa production ayant atteint jusqu'à 3 millions de barils par jour certaines années. En avril 2019, cependant, celle-ci n'est plus que de 830 000 barils quotidiens, derrière la production de la Colombie, et elle pointe à la 22e place. Pour s'assurer la loyauté des forces armées, de police et de sécurité, le gouvernement ferme les yeux sur la corruption dans le secteur public. Donc certains représentants de ces instances tirent profit du trafic de drogue, du trafic de dollars, de l'exploitation des mines illégales, des produits de contrefaçon avec la Colombie et de la contrebande d'essence. On sait aussi que certains membres des forces de sécurité ont versé dans l'extorsion et le kidnapping. Depuis 2016, l'armée est également chargée de la distribution des fameux cartons CLAP, qui signifie Comités locaux d'approvisionnement et de production, un programme d'aide alimentaire lancé par Maduro. Tant que les militaires soutiendront Maduro, celui-ci restera en place. Ils ont la belle vie avec lui au pouvoir. Ça se passe très bien pour eux. Et c'est un facteur important. Le reste de la population en bave. Mais les militaires ne meurent pas de faim. Ils ne sont pas ruinés non plus. Ils profitent tout bonnement du régime. Les violations des droits de l'homme et la dégradation de la liberté de la presse sont également au cœur des préoccupations. Plusieurs activistes et figures politiques sont incarcérés, souvent dans des conditions très difficiles. C'est le cas de Bilka Fernandez, emprisonné pour discours de haine et diffusion de fausses nouvelles. Il écope d'une peine de 2 ans qu'il purge dans l'hélicoïde. Ce bâtiment abrite le SEBIN, les services secrets vénézuéliens. Le premier mois dans l'hélicoïde, je l'ai passé ligoté dans un couloir rempli de rats. C'est là que j'ai vu et subi le plus d'atrocités. Je n'oublierai jamais qu'à mon arrivée au SEBIN, le fonctionnaire qui m'a reçu m'a dit « Bienvenue en enfer ». Je les ai vus pratiquer des électrocutions sur les testicules. Il nous mettait aussi un sac plastique sur la tête qu'il fermait complètement avec une bombe lacrymo dedans. Et en même temps, il nous frappait à l'estomac et à l'abdomen pour qu'on n'arrive plus à respirer et pour qu'on étouffe. Parfois, la nuit, j'entendais des cris de torture. Je les entends toujours. En 2018, Bilka est libéré sous la pression internationale et exilé au Pérou. Aujourd'hui, il œuvre comme défenseur des droits de l'homme à travers le monde. En juin dernier, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se rend à Caracas. Tenemos muy grandes expectativas sobre su visita de todo su equipo y esperamos que sea para bien del sistema de derechos humanos de Venezuela. Bueno, bienvenida. Qué bueno verte.
Son rapport de 16 pages quelques jours plus tard est éloquent. En 2018, plus de 5000 Vénézuéliens sont morts sous les coups des autorités. Entre janvier et mai 2019, le bilan s'alourdit de 1500 personnes. As our report makes clear, essential institutions and the rule of law in Venezuela have been eroded. The exercise of freedom of opinion, expression, association and assembly, and the right to participate in public life entails a risk of reprisals and repression. Le régime dénonce le rapport et accuse le haut-commissaire d'être à la solde des Américains. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. We are hoping that the High Commissioner's representatives who are currently in Venezuela, who stayed there when she left, will reveal the brutal truths that victims of the regime suffer every day. Malgré les controverses que le rapport suscite, plusieurs questions résonnent encore et restent sans réponse. Pourquoi les exactions commises en Arabie saoudite sont acceptées et légitimes dans une région sans être condamnées par la communauté internationale, malgré un nombre d'horreurs qui ne cesse de croître, comme au Yémen? L'intérêt stratégique prime sur l'humanitaire dans la politique des États-Unis. Ce n'est pas trahir un secret que dire que les États-Unis s'entendent bien avec certains pays qui malmènent leur population. L'Arabie saoudite, l'Égypte par exemple. Mais stratégiquement, nous avons besoin de ces pays pour servir nos intérêts à grande échelle. Donc oui, la sécurité d'abord, l'humanitaire après. Ces 3 dernières années, plusieurs tentatives de dialogue ont lieu entre le gouvernement et l'opposition. La dernière en date, sous la houlette de l'ex-premier ministre espagnol Luis Zapatero, entre 2017 et 2018. En mai, la Norvège propose une médiation pour sortir de l'impasse vénézuélienne. Mais après quelques jours, c'est la rupture du dialogue. Yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos. No los vamos a ver más. Ya basta. Ya basta. Le président par intérim, Guaidó, craint une défaite électorale avec un Maduro toujours aux commandes du Conseil national électoral et toujours chef des armées. En juillet, la médiation reprend cette fois à la Barbade, toujours sous les auspices de la Norvège. Mais pendant la rencontre, les États-Unis surprennent tout le monde en annonçant de nouvelles sanctions contre le Venezuela. This is the most sweeping executive order that we've made in connection with Venezuela in the last 6 months. It's a very broad action with very broad implications. Après l'annonce de Bolton, Maduro rompt les négociations avec l'opposition et demande au peuple de descendre dans la rue. Alors que le gouvernement puis l'opposition quittent la table des négociations tour à tour, Guaidó décide de mettre les choses au clair. Mi mandato es hasta lograr una elección libre, eso es lo que dice el artículo 233 de la Constitución venezolana. Soy el presidente encargado para convocar una elección realmente libre en Venezuela. Le problème de fond au Venezuela est le même depuis un siècle, la mauvaise gestion de la richesse pétrolière. Le chavisme n'a rien apporté de neuf, et dans le paysage politique actuel, ni ses héritiers ni ses opposants ne donnent de signes de changement de cap. Donc peu importe qui succédera à Maduro, si le Venezuela n'adopte pas une gestion plus raisonnée de son sous-sol, la même situation se reproduira encore et encore, tous les 30 ou 50 ans. Tout se jouera probablement avec les élections parlementaires.
prévu à la fin de l'année prochaine. Les autres hypothèses me semblent peu réalistes. Il ne peut y avoir d'intervention militaire américaine, car cela mettrait en péril la réélection de Trump. Une attaque secrète est impossible au Venezuela, qui a un très bon service de renseignement et qui contrôle parfaitement son territoire. Le point le plus préoccupant, c'est le blocus financier. Il est là le danger. Ni le gouvernement Maduro, ni le camp du président par intérim Juan Guaidó n'ont été capables de mettre sur la table de solutions technocratiques. C'est le défi qui attend le Venezuela. Dans cette guerre politique, d'un côté comme de l'autre, c'est tout de suite les grands mots. Macro-discours, démocratie, justice économique, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune politique cohérente, aucun programme, aucun plan. L'émergence d'un dialogue est indispensable, et celui-ci ne se fera pas sans les États-Unis, ni sans tous les autres acteurs extérieurs, aujourd'hui profondément impliqués dans les affaires vénézuéliennes. La lutte pour le pouvoir est aujourd'hui complètement paralysée. Alors que les grands acteurs internationaux mènent une guerre froide 2.0 pour prendre le contrôle du pays, une catastrophe humanitaire se joue sous les yeux du monde. Avec pour l'instant, aucune solution en vue.